Bonjour, on va faire un petit retour sur le mini-test des laboratoires 6 et 7. Alors, pour commencer, au numéro 1, on avait un mouvement parabolique et on nous fournissait les vitesses à un point A et à un point B. Ensuite, on nous disait aussi combien de temps il s'écoulait entre ces deux points-là. On demandait d'abord de calculer les composantes X et Y de l'accélération subie par la goutte d'eau. Comme on a ici une demande de faire le calcul, on ne peut pas juste se fier sur les informations qu'on se doute qu'on va obtenir. C'est dans le champ gravitationnel, évidemment. On s'attend à obtenir une accélération composante Y proche de moins 9,8, puis en X proche de 0. Mais là, on nous demande vraiment d'effectuer le calcul, donc on va procéder avec les informations qui sont données. Comme on veut travailler en composantes, on va devoir décomposer les vecteurs de vitesse A et vitesse B en composantes X et Y. Alors, la vitesse A, ça va être notre vitesse initiale parce qu'elle est plus tôt dans le temps, puis la vitesse B, ça va être la finale. Voici ce qu'on obtient comme composante X et Y pour nos vitesses initiales et finales. Donc, maintenant, pour calculer l'accélération, on va aller avec la définition de l'accélération. C'est ici, on va faire la variation de la vitesse par rapport au temps. Mais si on remarque là, les informations qu'on a pour la composante en X, on voit que la vitesse ici n'a pas changé du tout. La précision de 3 chiffres significatifs, il n'y a pas de différence là, entre l'instant A et l'instant B. Donc, tout de suite, on peut dire que l'accélération en X ici, même si on la calcule, on va obtenir 0. Maintenant, pour la composante Y, là, il va falloir effectuer le calcul. Alors, AY va être égal à la vitesse finale en Y. Sa composante ici, au point B, c'est moins 0,482. Et on va faire, donc, vitesse finale moins vitesse initiale. Alors, notre vitesse initiale ici qui est de 0,575. Et on veut diviser par l'intervalle de temps qui s'écoule entre les points A et B, donc 0,1081 secondes. On obtient ici moins 9,78 mètres par seconde carré. Comme on s'attendait, c'est proche de moins 9,8. La différence peut être attribuable, par exemple, si ça a été des mesures là, de vitesse et qu'il y a des erreurs expérimentales, mais on trouve quand même quelque chose qui est très proche de 9,8 mètres par seconde carré. Donc, ça correspond pas mal à ce que vous aviez aussi observé dans votre laboratoire 7. Maintenant, on demande de tracer la forme approximative de tous les graphiques ci-dessous pour le mouvement qui a été décrit à la page précédente. Donc, on va juste réviser le mouvement, là. Donc, c'est un mouvement parabolique, on nous précise de gauche à droite. Puis, il part de l'origine et se termine ici à des positions X positives. On n'a aucune position dans les négatifs pour les Y. C'est des petites choses ici à prendre en considération quand on trace les graphiques. On va commencer par les graphiques F et G parce qu'ils sont plus simples. On vient de déterminer que l'accélération en X est de 0. Donc ici, on devrait avoir une fonction qui est plate à la valeur 0. Puis en Y, on a une accélération négative près de moins 9,8. Donc ici, on a un plateau constant dans les négatifs. Maintenant, on va continuer avec la composante en X. La vitesse en X, elle, va être toujours la même. Donc, on a une vitesse qui est positive. On l'a calculé là et comme ça se déplace vers la droite, c'est positif. Donc, notre vitesse en X ici va être constante. Notre position en X, ça commence à l'origine, à 0. Comme il n'y a pas d'accélération, la position va augmenter de façon constante. La pente ici de notre position correspond à la valeur de la vitesse en X. Donc ici, on a une pente positive, notre vitesse en X positive qui est constante. Maintenant, pour la direction des Y, on a un objet qui a parti du sol puis qui a commencé à monter. Donc, on se doute que s'il a commencé à monter, c'est qu'il avait une composante de vitesse positive initialement. Ça a été projeté, là, la goutte d'eau, peut-être par un système d'arrosage ou quoi, là. Donc, la goutte d'eau a été projetée vers le haut, en même temps qu'un peu vers la droite. Alors, la vitesse initiale en Y est positive. À mesure que la goutte d'eau va avancer, elle va monter, mais en diminuant sa composante de vitesse positive. Elle va continuer à monter, mais de moins en moins rapidement. Quand elle arrive au sommet, la vitesse va prendre la valeur 0 pendant un court instant, puis après ça, elle va devenir négative. J'ai décidé de sortir ma règle ici parce qu'on ne veut pas une fonction qui est discontinue. Là, ça devrait être la même pente tout le long. La pente de la vitesse ici
comme la vitesse n'est pas constante, elle correspond à l'accélération. Donc, une pente négative, l'accélération négative. Et pour terminer cette question-là, pour les graphiques, on a une position initiale ici en Y qui est de 0. Ça va être un mouvement qui a une accélération Y, alors on va avoir ici une position Y qui va évoluer de façon parabolique avec le temps. Et la façon dont ça va se comporter, c'est que ça va monter plus rapidement au début, ensuite moins rapidement, atteindre le sommet et redescendre de plus en plus rapidement. OK, donc ça devrait ressembler à une parabole. Voilà pour les graphiques. Et on demandait pour terminer cette question-là, quelle est l'intensité de la vitesse de la goutte au sommet de la trajectoire? On a déjà déterminé que la vitesse en X est toujours constante. Et cette vitesse-là va être la même lorsque ça atteint le sommet. Alors, on a une valeur ici de 0,482 mètres par seconde. Pour la composante Y de la vitesse, au sommet, cette composante-là va passer par la valeur 0. On le voit sur le graphique de la vitesse en Y qu'on a tracé, parce qu'elle a ralenti en montant, elle atteint la vitesse de 0, puis ensuite la vitesse deviendra négative. Donc au sommet, ça c'est 0. Alors on en déduit que l'intensité ou le module de la vitesse au sommet, si on fait Pythagore avec ces composantes-là, on obtient 0,482. Donc, c'est la valeur ici de l'intensité de la vitesse quand la goutte passe au point le plus haut. Maintenant, on change complètement de type de mouvement. Ici, on a un mouvement qui est rectiligne. Il est uniformément accéléré. On peut voir d'ailleurs que la position ici, pour des intervalles de temps qui augmentent constamment, la position augmente de plus en plus. Donc là, on nous demande de calculer la vitesse instantanée au temps 0,4 secondes. Alors, je vais vous montrer ici un court extrait de votre laboratoire 6 à la page 8. Vous aviez vérifié une propriété qu'on avait décrite aussi au cours 11, là, le premier cours sur le MRUA. C'est que la vitesse moyenne sur un intervalle de temps devrait être égale à la vitesse instantanée au temps milieu de l'intervalle. Par exemple, ici en A, dans le laboratoire, vous avez calculé la vitesse moyenne entre T1 et T3 dans votre tableau. Puis, vous avez comparé la vitesse moyenne obtenue à la vitesse instantanée au temps T2, qui est en fait le temps milieu entre T1 et T3. Et c'était normalement égal. Puis on répétait pour un autre intervalle. Fait que si on se sert de cette information-là, ça veut dire qu'il faut que le temps, si on veut la vitesse instantanée au temps 0,4 secondes, il faut choisir un intervalle de temps sur lequel on va calculer la vitesse moyenne, pour lequel 0,4 est le temps milieu. Donc, on n'a pas vraiment d'autre option que de prendre de 0,3 à 0,5 secondes. Donc, je vais faire le calcul juste ici. Alors, on veut la vitesse moyenne pour l'intervalle de 0,3 à 0,5 secondes. Donc, on va faire le delta x sur le delta t. Donc, les valeurs finales moins initiales. Pour rester en centimètres, là, on a 45 cm à la fin, moins comme position x, 23 cm au début de l'intervalle. Puis, à la fin, on a le temps 0,5 moins notre temps initial 0,3. Et là, on obtient 110 cm par seconde. On peut le laisser en centimètres par seconde. Là, il n'est pas précisé ici que la réponse doit être donnée en mètres par seconde, mais vous pourriez aussi le transformer en mètres par seconde. Mais sachant ça, ça veut dire que la vitesse instantanée à 0,4 secondes, on s'attend à ce qu'elle soit la même. Donc, ici, 1,1 mètres par seconde ou 110 cm par seconde. On continue avec la question 3 où on nous demandait, à partir d'un graphique de la vitesse en fonction du temps, donc vitesse qui est en centimètres par seconde, on nous demandait de trouver le déplacement de l'objet des temps 0,2 à 0,4 secondes. Il y a deux options pour trouver le déplacement à partir d'un graphique. Quand on possède un graphique de la position en fonction du temps, on peut calculer le déplacement en faisant la position finale moins la position initiale. Donc, on va lire les mesures sur l'axe vertical des positions. Mais ici, on a plutôt un graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, on a vu un truc plus particulier pour ce graphique-là. Il s'agit d'aller chercher l'aire entre la fonction et l'axe du temps sur notre intervalle. Donc, ici, on va avoir à aller chercher l'aire de notre trapèze que je viens de mettre en jaune. Alors, l'aire d'un trapèze, c'est calculable en faisant la grande base plus la petite base, on ferme la parenthèse, fois la hauteur sur 2.
Remarquez que vous pourriez faire le calcul plutôt en deux parties, donc calculer le triangle ici, qui est la portion du dessus, plus l'aire du rectangle. Mais je vais le faire d'un seul coup avec l'aire du trapèze. Ici, on a un trapèze qui est couché. Là. La hauteur, c'est sur l'axe du temps. Quand on va lire nos valeurs, on est pile entre les valeurs 8 et 10 pour la hauteur de la petite base. Donc, c'est une valeur de 9. On est avec des centimètres par seconde ici. Puis, la grande base, elle est à 13 cm par seconde. Donc, on va multiplier ceci par la hauteur de notre trapèze qui est couché. Il s'agit ici d'un intervalle de temps de 0,2 à 0,4 secondes. Donc, la durée de l'intervalle est de 0,2 secondes. Puis, on va diviser tout ça par 2 pour obtenir l'aire. Vous voyez, au niveau des unités, je les ai écrites pour que vous constatiez qu'on va bien obtenir un déplacement en centimètres et non pas une aire là, en mètres carrés ou centimètres carrés. On obtient ici 2,2 cm. Le fait que c'est positif, ici, ça veut dire que le déplacement s'est fait vers la droite. On peut également le transformer en mètres, mais ce n'est pas nécessaire ici. Ce n'est pas exigé dans la question. Donc, ça serait équivalent à un déplacement de 0,022 mètres. Pour la dernière question, on a un nouveau graphique de la... Cette fois, c'est la position en fonction du temps. Alors là, on veut déterminer différents trucs. Par exemple, on nous demande à nouveau quel est le déplacement. Donc, pour cette fois, on a un graphique de la position en fonction du temps. Donc, notre déplacement, ça va être simplement... On va pouvoir l'obtenir par des lectures directes des positions initiales et finales. La position finale, à la fin de l'intervalle de temps ici, on est à 5 mètres. Et la position initiale, on était à 10 mètres. Donc, on a un déplacement de moins 5 mètres. Donc, un déplacement vers les x négatifs. Après, on nous demande la vitesse au temps 0,5 secondes. Au temps 0,5 secondes, on voit que la vitesse, c'est-à-dire le croisement de notre droite avec l'axe, il est moins évident là, pour obtenir une valeur qui est précise. Mais si on se pose la question, là, déjà, quel type de mouvement qu'on a ici? Est-ce que cette vitesse-là, à 0,5 secondes, elle est la même qu'à d'autres instants ou elle change? On peut constater qu'on a un mouvement ici qui n'est pas un MRUA parce que la position en fonction du temps pour un MRUA serait une parabole. On a plutôt un mouvement rectiligne uniforme. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la vitesse du mouvement à laquelle se fait le mouvement correspond, ça c'est toujours vrai, là, ça correspond à la pente de la position en fonction du temps, mais cette pente-là ici ne varie pas. Donc, on peut choisir un intervalle de n'importe quel point pour calculer la pente, en autant que nos points soient précis. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser, je vais prendre le point à 0 secondes, parce qu'il se lit bien, à 10 mètres. Puis, à 0,6 secondes, on est rendu à 0 mètre. Donc, on va utiliser ça ici. Notre vitesse va correspondre à notre pente. Ça va être donc égal à delta x sur delta t. Parce qu'ici, notre pente, ça va être la variation selon l'axe vertical qui est les x sur la variation selon l'axe horizontal qui est le temps. Alors là, ça prend 2 points pour calculer une pente, à moins que notre fonction passerait par 0, 0, ce qui n'est pas le cas ici. Moi, je vous dis tout le temps, utilisez 2 points, là, un intervalle pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc, la position finale, ici, x finale, c'est à 0 mètre, puis la position initiale est de 10. Donc, si on fait x finale 0, moins x initiale, on a moins 10 mètres. Puis après ça, on va diviser par l'intervalle de temps sur lequel on a pris ces 2 points-là, c'est 0,6 secondes moins 0, donc 0,6 secondes. Ici, on obtient la vitesse qui est constante sur tout le graphique. Ça nous donne une vitesse de moins 16,67 ou 6 périodiques, là, mètres par seconde. La dernière question est quelle est l'accélération pendant le mouvement? Mettons qu'on voulait faire appliquer la définition de l'accélération pour dire variation de la vitesse par rapport au temps. Mais notre vitesse à n'importe quel instant est de moins 16,67 mètres par seconde. Fait que si je prends une vitesse finale à n'importe quel instant, moins la vitesse initiale à n'importe quel instant, on va se retrouver avec un calcul ici qui va nous donner 0. Je divise ça par n'importe quel intervalle de temps, ça ne dérange pas. L'accélération est de 0 parce que la vitesse est constante. On aurait pu répondre à ça sans faire de calcul. Simplement, en observant ici le graphique,
on constate qu'on a un mouvement rectiligne uniforme. La pente est maintenue constante, donc la vitesse est constante. Il n'y a pas d'accélération. Vous pourriez simplement juste affirmer accélération égale 0. Peut-être si on veut préciser, c'est parce qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme.